Merci beaucoup de votre invitation. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin pour évoquer donc le château de Compiègne. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc le château de Compiègne se trouve sur un territoire, une zone qui sera occupée du 11 juin 1940 au 1er septembre 1944. La ville de Compiègne subira d'importants bombardements, gares, ponts, centre-ville seront touchés, mais le château, lui, sera relativement épargné, ce que nous tâcherons de vous détailler. Alors, pour lancer le PowerPoint... Okay. Merci. Donc, à la veille de la guerre, le château donc, est l'héritier d'un passé finalement pas si lointain de résidence impériale, mais c'est aussi une jeune institution qui a rejoint le giron des musées nationaux en 1927. Et donc, on trouve des présentations assez hétéroclites, avec notamment donc, la création d'une verrière art déco en 1934, juste au-dessus de la cour des cuisines, qui permet donc de recevoir, d'accueillir les collections du jeune musée de la voiture et du tourisme. De façon donc générale, pendant cette période, le château n'est jamais véritablement occupé par les autorités nazies, et ce qui va permettre du coup la poursuite d'une activité scientifique la plus normale possible, même si elle devra évidemment s'adapter aux aléas du temps. Cette période a finalement été assez peu étudiée par l'historiographie, et c'est une période finalement où on se rend compte, en creusant un petit peu les archives, que nous n'avons quasiment aucun document représentant, aucune photographie, aucune iconographie représentant les intérieurs du château pendant la période. Donc ce sont principalement les archives, la correspondance qui vont pouvoir nous permettre de connaître la réalité des événements au château de Compiègne. Et donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Marc Desti nous présenter le château de Compiègne au fil des événements, de la chronologie. Et je reprendrai la parole dans un second temps pour voir comment l'activité scientifique continue de perdurer pendant toute cette période de la guerre. Alors, nous avons en effet essayé de débroussailler assez rapidement ce qui s'était passé au château pendant cette période, puisque nous n'avions pas énormément de temps pour préparer, et que c'est effectivement une période sur laquelle les conservateurs et les chargés d'histoire, on peut dire, de l'institution ont, en tout cas à Compiègne, assez peu travaillé. Nous avons eu l'occasion de faire des expositions dossiers, notamment sur la période 1914-1918, mais cette période-là n'a jamais été abordée. Par ailleurs, effectivement, en faisant un peu le tour de la documentation, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait extrêmement peu d'iconographie. Il y a d'ailleurs très peu d'iconographie, même entre les deux guerres. Par exemple, on n'a pas de vue de salle bien datée des années 1920. Il y a des zones qui n'ont pas du tout été couvertes, comme le deuxième étage, par exemple, du château, qui pourtant présente des collections à cette époque-là. Et il n'y a pas du tout de couverture, par exemple, de mise en caisse, d'évacuation, alors que nous avons des photographies qui montrent justement le départ des collections en 1915 pour être mises à l'abri. Donc, dans un premier temps, je vais en fait vous donner une énumération de dates, de noms et de faits, mais qui ensuite, pour certains, pourront être repris et développés, synthétisés un peu par la présentation d'Étienne. Donc, bien entendu, le 20 août 1939, comme pour les musées nationaux, les monuments, etc., ordre est donné de fermer le musée et de mettre en caisse les collections. Et nous avons 4 convois qui sont organisés entre le 28 août et le 17 octobre 1939. Donc, nous avons 3 camions qui partent le 28 août, 3 autres le 29,
3 autres le 31 août à destination de Paris et qui sont contrôlés à cette époque-là par Jacques Robiquet, qui est conservateur en poste, qui convoie les camions jusqu'à Gonesse, en particulier ceux des 29 et 31 août, où le relais est pris ensuite jusqu'à destination de Paris par un autre responsable. Après cette évacuation, il faut savoir que le musée est évacué, mais principalement les collections de mobilier, d'œuvres d'art, etc., mais que sont restés en place les véhicules du musée de la voiture, ce qui fait que le 22 mars 1940 réouvre le musée de la voiture, uniquement le musée de la voiture. Le 16 mai 1940, l'histoire se répète et les choses se reproduisent. Compiègne avait accueilli des collections des musées du nord de la France pendant la Première Guerre mondiale pour les abriter. Le 16 mai 1940 a lieu un gros apport de caisse du musée Antoine Vivenel, qui est le musée municipal de la ville de Compiègne. Le château est sorti miraculeusement indemne de tous les conflits. Je ne vais pas remonter jusqu'à 1814, mais en tout cas, là aussi, les choses se répètent. Et alors que la ville aura connu de gros bombardements, autant pendant la Première que la Seconde Guerre mondiale, eh bien, nous avons malgré tout, le 19 mai 1940, 2 bombes qui tombent sur la terrasse du château, juste devant l'appartement de l'impératrice, ce qui va évidemment endommager la balustrade de la terrasse et souffler absolument toutes les vitres de cette zone des appartements. Le 20 mai 1940, le château est évacué, ainsi que son personnel, et également la ville et les habitants de Compiègne. Sur place reste juste Jacques Robiquet, le conservateur, et l'architecte Marc Bitterlin, qui est l'architecte en chef du château à cette époque-là. Ils restent sur place, mais sont obligés de s'absenter assez vite, puisque du 22 au 24, ils partent à Paris pour faire un rapport au service des musées, à la direction des musées de France. Pendant cette période d'évacuation de la ville et le bref départ, la brève absence de ses responsables, eh bien, il y a eu des dommages apportés sur le mobilier, justement, de l'architecte en chef qui se trouve dans son logement de fonction dans l'une des dépendances du château. Et ce mobilier a été endommagé par les Allemands. Le 28 mai 1940, Jacques Robiquet accompagne un déplacement de tableaux du Louvre avec son propre véhicule. Effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés à pouvoir obtenir des camions et parfois il a fallu faire appel aux véhicules personnels. Et M. Robiquet étant seul à cette époque-là, devant faire ses déplacements, eh bien, on demande à Jean Cassou de venir depuis Paris le remplacer à Compiègne pendant son absence. Le 31 mai, Jean Cassou fait à son tour évacuer des toiles du château, notamment les peintures de Sauvage, les grisailles de Sauvage que l'on trouve dans différentes salles des anciens appartements royaux, en particulier le plus grand de ces tableaux qui se trouve dans la salle à manger de l'empereur. Et donc, le 31 mai 1940, le dernier convoi d'évacuation est organisé justement par Jean Cassou. Dans le courant du mois de juin 1940, eh bien, ont lieu un certain nombre de disparitions et de vols. On rapporte notamment des vols de pièces d'argenterie et parmi celles-ci a été dérobé un coffret d'argent qui avait été offert à la France par la ville de Saint-Pétersbourg en 1900. Ce coffret, donc, qui était considéré, et l'est toujours d'ailleurs administrativement comme un dépôt du Louvre, eh bien, a disparu à l'époque. Le coffret
qui accompagnait une carte de France en pierre dure, se trouvait présenté dans la galerie natoire du château. Le coffret était dans une vitrine à côté de la carte. Et lorsque le personnel du château revient, eh bien, la vitrine a été brisée et le coffret a disparu. De nouveau, le 7 juin 1940, 2 obus atteignent le château, cette fois au 2e étage de la rue d'Ulm. La rue d'Ulm, qui est la grande rue qui longe le château sur le côté gauche, en direction de la ville, et à un angle également du fronton de l'aile gauche du palais. Et pour défendre ce secteur de la ville, puisque le château se trouve au centre-ville, et le mettre un peu à l'abri, en tout cas la place du château, on nous apprend que des tranchées ont été creusées sur la place devant le château afin de pouvoir prendre en enfilade la rue qui descend vers l'Oise et de la protéger en y installant des armes automatiques. La ville de Compiègne est occupée du 11 juin 1940 au 1er septembre 1944 par les Allemands et le 21 juin 1940, Hitler en personne débarque avec sa suite à l'aérodrome nouvellement construit et installé à Margny-les-Compiègnes, donc de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de l'Oise sur le plateau. Et il vient à Compiègne pour contrefaire l'armistice du 11 novembre 1918 et il ordonnera par la suite d'embarquer à Berlin le fameux wagon de train dans lequel l'armistice de 1918 avait été signé. Le 25 juin 1940, le surveillant militaire du Musée national rentre le premier pour prendre son poste et il trouve à ce moment-là installé un poste de garde allemand à l'entrée du château, composé de 4 hommes et d'un sous-officier, et bien entendu, on lui refuse l'accès au château, mais aussi à son logement de fonction qui se trouve dans le château. Il est obligé d'aller faire une démarche auprès de la commandanture de Compiègne, installée à proximité du château, rue des Domeliers, afin de pouvoir rentrer chez lui. Et ensuite, le 25 juillet 1940, après de nombreuses démarches, le conservateur Jacques Robiquet peut rentrer à son tour au palais. Son bureau a été mis à sac, ses fichiers ont été renversés, dispersés au sol, ainsi que toutes ses notes et papiers scientifiques. Le 3 août, il obtient que la garde allemande du palais soit remise au personnel civil français et le poste de garde allemand est retiré le 5 août. Voilà. Donc, on a trouvé quelques traces dans nos archives de documents qui montrent le passage des Allemands et notamment des notices de ce genre qui interdisent aux Allemands d'entrer un peu comme ils veulent au château. Au château, donc, la conservation est composée pendant cette période de la guerre de Jean Bourguignon, qui a été en exercice de 1934 à 1941, auquel succède par la suite Jean Vernier-Ruiz, qui est nommé le 1er janvier 1942. Jacques Robiquet a été conservateur adjoint et comme il arrivait à la période de retraite, eh bien, en fait, on l'a nommé conservateur honoraire et on a maintenu sa résidence sur place avec des indemnités dites de recherche scientifique. Il y a également un chargé de mission assistant des musées nationaux qui est Marcel Emery, qui a été vice-président de la Société historique en 1938, puis président de la Société historique de Compiègne de 1946 à 1948. Et Marcel Emery était à la fois assistant des musées nationaux au château, mais il était également archéologue et est intervenu sur de nombreux sites archéologiques de la région et du département. Et l'architecte, je vous le disais tout à l'heure, est M. Bitterla. En 1942, le cabinet du maréchal Pétain fait réaliser un film sur la vie du maréchal, chef de l'État français. Et on a alors demandé au château
de prendre des vues dans l'ancienne chambre de la reine Marie-Antoinette et notamment de la table, alors il faut comprendre le bureau sur lequel travaillait le maréchal en 1914-1918, puisque le dit maréchal avait demandé à disposer du bureau que Napoléon III utilisait dans les bibliothèques de l'empereur au Second Empire. Le 26 août 1942, il est procédé aux prises de vue pour quelques scènes de la vie du maréchal. Nous n'avons malheureusement aucune photo et nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ce film fait sur la vie du maréchal. Peut-être est-il conservé, mais nous n'en avons pas trace. En 1942 a lieu un élément également assez important. Les derniers bureaux occupés au sein du château par le service Oise du ministère des Régions libérées depuis le 24 février 1919, vous voyez, 1919-1942, c'est une longue occupation administrative, eh bien, ils partent définitivement en 1942. Je vous rappelle simplement en passant que cette occupation du château par la dite administration des régions libérées nous a valu en 1919 l'incendie de la chambre de l'empereur et du salon du Conseil qui ont dû être restaurés entre les deux guerres dans leur état d'origine. L'espace qu'ils occupent, rue d'Ulm, est extrêmement convoité et vous avez, lorsqu'ils s'en vont, toutes sortes d'administrations qui demandent à prendre leur suite. Dieu merci, les conservateurs ont tenu bon. Le 11 avril 1943, on relance les opérations, on peut dire, de communication scientifique et autres, et notamment Jean Bourguignon relance des conférences faites dans le cadre d'une association des Amis de Compiègne, qui est une association non pas du musée, mais beaucoup plus large, qui englobe la ville, etc. Et une conférence est donnée au Salon des Cartes. Et on va notamment, à ce moment-là, Jean Bourguignon donnera sa vision des restitutions projetées pour les appartements historiques. Et en 1943, les Allemands qui occupent la ville eh bien, obtiennent de pouvoir tenir au château 3 concerts successivement. Le 2 août, Jean Vernier-Ruiz reçoit des officiers allemands qui veulent organiser donc un concert dans les salles du château. Il ne peut pas les en dissuader, mais il obtient de faire en sorte que le concert ait lieu dans une salle et qu'il ne dépasse pas cette salle, qui n'occupe pas davantage d'espace. Et il prend la précaution, évidemment, de dire que tout dépend de l'approbation du directeur des musées nationaux, qui, bien entendu, vous l'imaginez, ne peut pas refuser. Et finalement, il y a eu 3 concerts, le 6 août, le 16 août et le 21 octobre 1943. Pour le 6 août, la salle du ancien salon des huissiers est décorée par des internés américains du camp de Royal-Lieu, qui se trouve dans le quartier dit de Royal-Lieu à Compiègne. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la photo prise par Jean Vernier-Ruiz lui-même à la fin du 2e de ses concerts, qui montre le grand cadre avec l'aigle allemand, qui a reçu, fait par ces soldats américains internés à Compiègne, un décor de branches de sapin sur lequel est fixé l'aigle. À l'origine, à l'époque, est présenté un tableau de Oudry, la curée, qui est parti, a été évidemment évacué. De l'autre côté se trouvaient également d'autres tableaux évacués aussi à la place de l'étendard nazi que vous pouvez voir sur la photo également. Seuls les officiers allemands ont été admis au concert, et donc après le second concert, la photo que vous avez sous les yeux a été prise. Et le 21 octobre, le concert a lieu le soir, et on nous dit que le piano, étant donné qu'il a eu lieu à 20h30, était éclairé avec des bougies. La même année, les activités se poursuivent. Il y a des concerts, mais organisés par le château, par les civils. Il y a des dons qui sont faits. Étienne vous en reparlera. Et à ce moment-là, les responsables, Jean Vernier-Ruiz, Robiquet, etc., font des allers-retours fréquents vers les différents lieux
de dépôt de nos collections, notamment évidemment à Chambord, pour inspecter les caisses, inspecter les œuvres, voir si les tapisseries vont bien, etc. Et ensuite, le château est touché, bien sûr, par les bombardements alliés de 1944. Et vous avez à nouveau un fragment de bombe qui tombe de nouveau devant l'appartement de l'impératrice. Les toits sont percés à certains endroits et 44 carreaux de la verrière qui couvrent la cour du musée de la voiture sont détruits et anéantis. En 1945, au moment de la libération ou juste après, nous avons une visite de soldats américains et c'est l'occasion pour le château de connaître de petits larcins. Il n'y a pas que les Allemands qui égarent des choses au fond de leur poche et disparaissent à ce moment-là des boutons de porte aux chiffres de Napoléon III, une couronne de bronze doré qui décorait l'escalier d'honneur du château, et on surprend un Américain prenant un poignard dans la panoplie d'armes du Second Empire de la salle des gardes, et après de nombreuses récriminations et tergiversations, on arrive à récupérer le poignard. Ces dégâts vont amener ensuite une grande réflexion sur le devenir du château, de son contenu et des environs. Et Étienne va vous en parler dans un moment, puisqu'en 1946, les collections reviennent petit à petit et le château va pouvoir réouvrir. Merci beaucoup, Marc, pour cette approche des événements. Je reviens donc effectivement sur l'activité scientifique du château et simplement pour compléter ce qui vient d'être dit, on a retrouvé également dans nos archives des petits panneaux de la signalétique relative sans doute qui devait être installée dans le théâtre, théâtre Louis-Philippe de Compiègne, théâtre de cour, mais pour lequel nous n'avons trouvé aucune mention de spectacle, de représentation. Donc, du coup, on est un peu dubitatif sur la réalité ou pas de l'utilisation de ce théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que ce sont les conservateurs qui sont arrivés à canaliser en tout cas les envies des autorités allemandes de l'époque. Pour donc évoquer plus particulièrement maintenant donc l'activité scientifique du château. Simplement pour rappel, la situation administrative de l'époque, donc on a à la fois des conservateurs des musées nationaux d'un côté et de l'autre un architecte du palais qui gère une agence d'architecture et qui va plutôt s'occuper de la conservation du domaine. Et c'est donc ces équipes vont essayer de mener les activités les plus normales possibles qui sont celles d'un lieu patrimonial comme celui-ci, tant en matière de conservation et de préservation des collections que d'acquisition, que de restauration, voire même de prêt à des expositions. Et pour terminer, donc, on évoquera l'élaboration d'un véritable projet scientifique et culturel, on dirait aujourd'hui, mais qui est vraiment en germe à cette époque-là. Donc, en matière de conservation et de préservation des collections, évidemment, il y a toutes les actions relevant de la défense passive. On va protéger les fenêtres, les cheminées par des sacs de sable. Les cheminées et les statues du parc sont coffrés pendant toute la période. Les tableaux sont déposés, Marc vient de l'évoquer. Et on va également, pour protéger les collections qui sont restées sur place, on apprend par exemple que la porcelaine de Sèvres sera placée dans les caves du château, dans les anciennes caves à vin de Napoléon III, que les grands vases et les girandoles seront mis sous les escaliers pour essayer de se protéger au maximum du risque de bombardement. Voilà, toute une série d'actions qui se mettent en place au printemps de 1940. Et c'est à cette époque-là également que les conservateurs vont accepter au château de recevoir donc des œuvres du musée Vivenel. Marc Desti en a parlé, mais également des archives privées de Compiègnois, de collectionneurs compiègnois qui vont déposer leur collection au sein du château. À cette période-là également, on repère un important réseau de souterrains qui est donc identifié par des plans élaborés par Bitterlin, donc l'architecte, afin de servir à la population de Compiègne en cas
en cas de bombardement et d'attaque, quelle qu'elle soit. Voilà, et ces souterrains, on le sait, seront utilisés aussi bien en 1940, lors des bombardements de 1940, que ceux de 1944. La conservation et l'architecte vont donc jouer un rôle important de surveillance, de protection des collections. Par les courriers que l'on a pu analyser, ils font régulièrement des démarches auprès de la préfecture, auprès de la direction des musées nationaux pour éviter donc toute tentative d'occupation par d'autres administrations, Marc en a parlé, ou pour essayer voilà, de protéger au mieux le patrimoine dont ils avaient la garde. Marc Destier a évoqué les vols qui ont malheureusement eu lieu tout de même à la fois en 1940 et en 1945. On peut évoquer également la notion de risque d'incendie qui est très fréquente, très récurrente dans les échanges de correspondance. Effectivement, il y a eu le traumatisme de 1919 qui avait anéanti une partie d'une aile du château. Et donc, un certain nombre de mesures sont prises à cette époque-là, comme le fait de donner des masques à gaz, des extincteurs de façon systématique aux agents. Le conservateur va réclamer auprès de la préfecture une motopompe en état de marche avec de l'essence pour pouvoir éventuellement éteindre un incendie ou un sinistre qui se présenterait. Et on va également vider l'attique de toutes les collections, si jamais, pour protéger le musée de toute tentative, voilà, de tout bombardement. L'activité donc se poursuit. Marc Destier a évoqué également la surveillance des collections donc au château de Chambord. C'est une image qui a été prise au château de Chambord qui représente donc les tapisseries que l'on reconnaît bien donc entreposées dans les salles de ce château des bords de Loire. Et donc les conservateurs de Compiègne vont régulièrement aller se rendre à Chambord pour vérifier l'état des collections. Jean Vernier-Ruiz s'y rend 2 fois en 1943. Ensuite, c'est Emery qui retourne en 1944 et en 1945 pour préparer le retour des œuvres qui sera effectif, lui, donc en 1948. Aussi étonnamment que cela puisse paraître, le château va continuer de prêter à des expositions. Voici quelques objets qui vont sortir du château pendant cette période-là. Donc, l'omnibus de Parisien du Musée national de la voiture sera prêté à une société de films dans le cadre d'un décor de cinéma. Et l'armoire en lac que vous avez en pendant, elle a été prêtée donc, au Musée des Arts Décoratifs dans le cadre d'une exposition organisée de 1943 à 1944 sur l'influence coloniale dans le décor de la vie française. Le château de Compiègne va à plusieurs reprises prêter au Musée des Arts Décoratifs, qui organisera plusieurs expositions. En 1941, sur les cycles, donc ce sont plutôt des prêts du Musée national de la voiture. En 1942, une exposition donc, sur la soierie et donc celle sur le japonisme dont je viens de parler. Plus incongru et assez anecdotique, mais amusant, le 14 septembre 1944, ce sont des ornements sacerdotaux qui sont prêtés pour un Tédéum qui est célébré dans l'église Saint-Jacques de Compiègne en l'honneur de la Libération. Donc, on va prendre des ornements liturgiques qui étaient dans les collections du château pour orner donc, la chapelle Saint-Jacques, l'église Saint-Jacques de Compiègne. Voilà. Et également, la politique de dépôt se poursuit puisque Compiègne garde un petit peu cette tradition d'être un entrepôt, entre guillemets, pour différentes administrations. C'est encore quelque chose qui est très présent à cette époque-là. Et donc, on voit des départs, des convois d'objets qui partent vers la direction des musées nationaux, la sous-préfecture, la questure de l'Assemblée nationale, le mobilier national lui-même. Voilà, donc les collections continuent de bouger à cette époque-là. En matière d'acquisition, alors évidemment, il faudrait faire un travail beaucoup plus systématique pour savoir ce qui est entré à cette époque-là dans les collections. Nous avons simplement repéré quelques donations, notamment principalement pour le musée du Second Empire, qui est alors en plein développement et, à cette époque-là, et donc différents tableaux ou sculptures qui sont entrés dans les collections. Pour les appartements historiques, on peut noter l'acquisition d'ouvrages des anciennes bibliothèques de Compiègne qui avaient été dispersées en 1870, qui avaient été aliénées dans
au début du XXe siècle et qui ont donc pu être rachetés dans les années 1942 par les conservateurs du château. Voilà. Et de la même manière, le musée de la voiture va s'enrichir de quelques traîneaux, carrosses, enseignes et plaques de postillons. En matière de restauration également, l'activité se poursuit et on a des échanges épistolaires entre les conservateurs du château et l'administration du mobilier national pour faire revenir de Chambord une tenture de tapisserie, la tenture de l'histoire d'Esther, qui sera prise en charge par les ateliers des Gobelins et restaurée à partir de 1942, activité donc, qui se poursuivra jusqu'à la fin de la guerre. Donc, dès 1942, on commence à réfléchir à une remise en place des collections dans le château. Voilà. Mais ce qui est principalement surtout important, c'est l'élaboration d'un véritable programme scientifique et culturel pour le château, puisqu'en effet, le départ des objets en 1940 est l'occasion de s'interroger sur la façon de les présenter à leur retour. Et donc, on va repenser complètement la nature et les modes de présentation des collections. Le souci de cohérence et de vérité historique qui apparaît un petit peu dans les années 30 devient un véritable programme à l'échelle de tout l'établissement. Et l'arrivée de Jean Vernier-Ruiz en 1942 confère à la démarche une ampleur et une approche qui se veut aussi rationnelle et scientifique que possible. Alors, cette démarche va dépasser le simple aspect des collections, puisque Jean Bitterlin, de son côté, va réfléchir au réaménagement des abords du château. Et son grand projet, ça va être de terminer le projet initial de Gabriel de 1751. Et donc, il voudrait profiter des bombardements de la ville pour revoir tout le plan d'urbanisme du quartier, et notamment donc recreuser le canal aux glaces. Alors, je ne sais pas s'il y a une flèche, pardon, mais recreuser donc le canal en glace qui est ici, recréer une patte d'oie qui était inexistante et qui est toujours inexistante en 2021, qui n'a jamais abouti. Et puis surtout, ce qui est le plus surprenant, voilà, nos prédécesseurs n'avaient peur de rien. Ils voulaient rétablir les escaliers qui séparaient la terrasse du château du parc à la française de Gabriel qui serait reconstituée. Et donc, on enlèverait la rampe qui avait été créée donc, par Napoléon Ier donc au début du 19e siècle. Voilà. Donc, ce sont des projets importants qui sont créés envisagés à cette époque-là. Mais c'est pour l'intérieur du château donc, que la réflexion sera la plus aboutie. Et donc là, nous avons un plan de Jean Vernier-Ruiz présentant donc, sa vision pour le château qu'il envoie donc, au directeur des musées nationaux en 1942. Et donc, il projette d'installer les collections du XVIIIe siècle dans ce que l'on peut voir en rouge. Ensuite, donc, les grands appartements seraient restitués dans leur état initial et toute la partie de gauche sur le plan, donc, qui est le long de la rue d'Ulm et qui était occupée, Marc Destil a bien dit, par différentes administrations, donc serait dévolue à un nouveau musée du Second Empire qui a pour ambition d'être un véritable carnavalet ou un Cluny du musée du Second Empire. Ce sont les termes de Jean Vernier-Ruiz de l'époque. Donc, il y a à cette époque-là voilà, toute une démarche très importante qui se met en place et qui aboutira dans la période post-guerre donc à la politique de restitution des appartements historiques. Là, je vous avais une petite aperçu donc, du musée du Second Empire dans les années 50-60. Ici, donc, le jeu des avant-après, la salle des gardes donc, dans son état Napoléon III, juste avant donc, le début des conflits. Et puis de l'autre côté, donc, la salle des gardes restituée dans son état 18e, où là encore, on a recherché la pureté originelle de l'architecture de Gabriel.
Là, donc, bon, on pourrait rentrer dans le jeu des 7 erreurs, mais nous n'en avons plus le temps, avec la chambre de l'impératrice. Et puis surtout, ce qui sera emblématique, c'est la restitution du salon des Jeux de la Reine, avec, dès 1945, la mise en place de crédits pour faire retisser des soieries du XVIIIe siècle par les soyeux lyonnais, qui permettront de recréer donc, ce salon des Jeux de Marie-Antoinette. Des acquisitions sont faites à cette même période-là en matière de mobilier du XVIIIe siècle qui permettent donc de restituer de façon la plus fidèle possible ces appartements. Donc, on voit bien que la Seconde Guerre mondiale a été une période importante pour Compiègne dans la définition d'une politique d'établissement qui sera donc poursuivie par les successeurs de Vernier-Ruiz, qui lui est rapidement appelé à d'autres responsabilités puisqu'il est nommé en octobre 1945 inspecteur des musées nationaux. Et comme souvent dans d'autres domaines, le conflit a joué donc un rôle d'accélérateur d'un processus donc de transformation qui avait été préalablement engagé. C'est en effet donc à partir de cette date qu'on peut parler de château-musée à proprement parler et que cette notion sera développée non seulement à Compiègne, mais dans tous les châteaux-musées nationaux. Et peut-être que Compiègne a vraiment servi de laboratoire pour ces campagnes de restitution des appartements qui se mettront donc en place dans les années 50 et 60. Je vous remercie de votre attention.